repasse à une question de Vintage, avec un X, qui nous demande si, de manière générale, on est plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral dans les échanges au quotidien à New York. Donc pas vraiment au niveau de la traduction, je suppose. Parce qu'en fait, à la base, c'était une de celles qui nous demandait traducteur, interprète, oral, écrit. Et donc, est-ce que de manière générale, on est plus à l'aise à l'oral ou à l'écrit? Personnellement, c'est marrant parce que je préfère parler qu'écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus de vidéos que d'articles. J'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre à écrire quelque chose. Mais par contre, au niveau de l'anglais, je suis plus à l'aise à l'écrit parce que je pense qu'on est beaucoup dans le cas d'avoir plus de facilité à s'exprimer. Oui, c'est-à-dire que fatalement, à la communication orale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le risque qu'on ne comprenne pas ce que la personne est en train de raconter, l'accent, tout ça. Mais ça va, sinon, je pense. On n'a pas de difficultés. On n'a pas de grosses difficultés, majeures, mais par exemple, moi, récemment, là, je me suis renseigné pour une assurance. Je l'ai fait par écrit, par email. Mais j'avais pas envie de téléphoner, de risquer de tomber sur quelqu'un que je comprenais pas. Parce que moi, on est sûr que c'est bien clair, qu'il n'y a pas de petit quiproquo. on a le temps, puis il y a un suivi aussi. Donc, là, c'est un peu particulier. Mais sinon, aller au resto, aller au magasin ou demander je sais pas, demander un truc à quelqu'un dans la rue. Oui, ça va. On n'a pas de difficulté. Disons que c'est pas qu'au magasin, on va préférer écrire ce dont on a besoin plutôt que de le demander, quoi. Bon, donc voilà, c'était une petite question. Ouais. Et alors ensuite, on a... ça, c'est une chouette question aussi. Noagram qui demande quelles sont les demandes de traduction les plus bizarres, originales, spéciales que l'on vous a demandées. Et la deuxième question, elle est bien aussi, mais on la dira après. Oui, l'Antarctique et tout ça. J'aime bien parce qu'il dit tout bas, parce que c'est mon travail pour le moment. Oui, non, mais tout ça. Oui, mais ça, c'est pas vraiment... Disons que c'est pas vraiment une demande de traduction fifou, hein. C'est pas en mode qu'est-ce que c'est que ce truc quand on nous le demande, mais c'est vrai que quand on le traduit, donc pour faire bref, c'est ce que je fais pour le moment, de la traduction d'organisations qui s'occupent de la sauvegarde, de la protection de l'environnement en Antarctique, donc tout ce qui est écosystème, plantes, faune, flore, tout ça. Et donc effectivement, quand on doit traduire des trucs sur des phytoplanctons, sur des pêcheries et compagnie, et que on n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Oui, c'est ça. Au début, on se dit what the flûte. Mais sinon, voilà, c'est... Mais en fait, ça fait tellement partie du métier de se mettre dans le bain et de tout de suite apprendre que, si je dis ça à quelqu'un, elle va peut-être dire, il va faire des grands yeux et dire c'est quoi ce truc. Mais nous, c'est un peu notre quotidien. J'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que finalement, j'ai envie de dire des trucs bizarres, j'en traduis tous les jours. Oui, j'ai eu une demande d'une copine qui faisait ses études de kiné et qui m'avait demandé de traduire, et là, erreur de débutante, de traduire vers l'anglais. Tout un passage d'un travail d'études. Et c'était sur je sais plus quoi, c'était sur un problème de santé. Un truc très technique. Un truc très technique, médical et tout ça. Et j'avais dit oui, et j'avais vraiment dégrossi le travail. J'avais pas su lui faire une traduc tip-top, mais j'avais dégrossi le travail. Mais ça m'avait pris des heures et c'était dur. Et ça, c'était vraiment le truc un peu moi, si j'avais spécial. Eu un truc... et oui, j'ai eu la demande de traduction que je pourrais dire un peu originale, mais pas tant que ça quand on est traducteur, c'est quand on te demande si tu peux faire ça gratos parce que c'est qu'un petit texte. Alors moi je réponds toujours, mais quand tu vas chez le boulanger que tu achètes un petit pain, tu ne demandes pas de te le faire gratos parce que c'est qu'un petit pain. On y reviendra, il y a une question. Ah oui, c'est ça. Bah oui, alors je n'en dis pas plus. Mais enfin oui, ça c'est un peu le genre de demande de traduction bizarre qu'on peut nous faire, c'est de demander de le faire gratos. Ouais. Et toi là oui, moi c'était un truc d'ornithologie pour le papa d'un ami qui m'a payé par ailleurs. Il n'y a pas eu de problème. Ça, c'est bien. Mais c'était un truc sur une espèce d'oiseau et donc sur la croissance de cet oiseau-là. Enfin, c'est un truc, ça m'a pris une éternité aussi. Le pire, c'est que c'était son hobby, non ? Oui, lui, il est ornithologue amateur et donc il avait trouvé ce truc-là en anglais, je crois. Je crois que c'était en anglais, je sais plus si c'était en espagnol. Bon, c'est pas ultra glamour, mais c'était vachement difficile. La question, c'est pas glamour, c'est bizarre, original et spécial. C'était un peu spécial. Maintenant, on passe du côté freelance de la force avec Jen PCG, désolée, je ne vois pas bien le pseudo, qui demande mon expérience en tant que freelance, mais toi aussi tu as eu une expérience, comment trouver sa clientèle, et il y avait aussi Crash Ulysse qui demandait comment ça se passe pour s'installer en tant que freelance, comparer les avantages et inconvénients de travailler en freelance ou en agence. Pour faire vite les avantages et les inconvénients, en agence, vous avez un boulot de salarié.
donc vous n'avez pas à vous demander si vous allez avoir du boulot ou pas. L'inconvénient, c'est que souvent, je pense, c'est un rythme assez soutenu quand même, et c'est pas super bien payé à ma connaissance. Toi, tu parles vraiment d'une agence de traduction. D'une agence de traduction où vous êtes salarié. Parce qu'on peut aussi travailler dans une institution ou dans un... Non, les institutions, c'est pas le marché privé. Alors, ah oui, mais je ne sais pas si la personne... Ah oui, d'accord. Ben, elle a peut-être fait la distinction entre freelance, pas freelance, tu vois. Il y a tout ce qui est organisation internationale, institution européenne et tout ce qu'on veut, ça c'est la fonction publique, en gros. Donc là, vous êtes fonctionnaire. Et le gros avantage, c'est effectivement que, de nouveau, vous avez un salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive, que vous ayez du boulot ou pas. Il y a toujours du boulot dans les institutions. En agence, l'avantage, c'est ça, c'est que c'est fixe. C'est un boulot fixe avec un salaire qui tombe tous les mois aussi. C'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité en quelque sorte. Après, il n'y a pas, je pense, énormément de perspectives d'évolution en tant que traducteur. Ouais. Et en freelance, l'avantage qui en est un sans en être un, c'est que vous organisez votre journée comme vous voulez. Bon, c'est pas vrai, en fait. Surtout au début, quand on se lance, on a tendance à accepter la moindre demande de traduction. Donc, moi, je me souviens au tout début, c'était vraiment des longues journées quand j'avais du boulot, parce que concrètement, je savais pas si j'allais encore en avoir le lendemain. Donc j'avais tendance à accumuler des heures comme ça. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut gagner rapidement beaucoup d'argent, mais après, on peut rester longtemps sans en gagner. Disons que travailler en freelance, on n'a pas la garantie du tout, d'avoir du boulot, même pas sur toute une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, surtout au début, évidemment, parce qu'il faut se constituer une clientèle, mais je dirais que même à moyen terme, quand vous avez votre clientèle, vous n'êtes jamais à l'abri de perdre un client, en fait. Ouais. Moi, j'ai des collègues qui bossaient avant en freelance, notamment pour les institutions européennes. Et puis un jour, les institutions ont décidé qu'elles n'avaient plus besoin de freelance, pour ces documents-là. Donc lui a perdu ses contrats. C'est des contrats assez importants. Quand vous perdez ce client-là, si vous avez un emprunt hypothécaire à rembourser, ça peut vous mettre dans les merdes, quoi. Donc freelance, comme n'importe quel indépendant, c'est une situation toujours plus précaire, on va dire. Oui, parce que moi j'allais dire, le client que j'ai, ce fameux client de l'Antarctique, ça fonctionne, et encore il y a plusieurs organisations, ça fonctionne par période. Par période de réunion, où pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on va avoir du boulot tous les jours, et dès qu'on renvoie une traduction ou non, on nous en renvoie une autre. C'est tout le temps, avec des horaires décalés, avec, ils travaillent avec l'Australie. Ici, la réunion, c'était à Pékin la dernière, donc on avait 12 heures de décalage, ils étaient 12 heures à l'avance. Moi, à New York, j'étais 12 heures plus tôt. Ils s'en fichent, ils disent il faut la traduction pour lundi, 8 heures du matin, heure de Pékin. Ça veut dire que le dimanche, à 8 heures du soir, il fallait que ce soit fait chez moi, renvoyé et tout ça. Et donc, ça, c'est pas facile. Disons que le boulot d'indépendant, la grosse différence par rapport aux autres possibilités, c'est que t'as pas d'horaire, en fait. Vous n'avez pas un horaire de bureau, quoi. Et parfois il faut travailler la nuit, et l'année passée, je me souviens, on a eu, je sais plus c'était quoi, c'était le rapport final, c'était la réunion finale, et j'ai dû me lever à 3 nuits de suite à 3h du matin pour travailler de 3h à 6h du matin. C'est comme ça, le client il a besoin à cette heure-là. Vous êtes indépendant, vous acceptez le boulot, vous le faites. Oui, après, libre à vous de je vais pas vraiment dire que c'est un inconvénient, mais c'est un aspect à prendre en compte. Ça fait partie du boulot. Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça... Voilà, je dirais en gros que c'est ça. Ouais. Après, il ne faut pas tout accepter non plus, mais et surtout au début, on a tendance un peu à vouloir tout faire. Je dirais qu'il vaut mieux pas. Faut choisir vos clients avec... Justement, comment trouver sa clientèle ? Ça c'est un peu difficile de répondre aussi. Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'envoyais des lettres de motivation spontanées à des agences. Souvent, j'avais pas de réponse. Et puis, ceux de l'Antarctique, là, ils m'ont recontacté. En fait, ce qu'ils font souvent quand ils reçoivent des CV, mais ça, je l'ai su que après, c'est qu'ils gardent vos données dans leur base et ils vous recontactent quand il y a besoin. Et donc j'ai eu ça, mais après bien 2 ans, j'avais déjà du boulot, mais après 2 ans, j'ai eu pas mal de boîtes pour lesquelles j'avais postulé, qui m'ont recontacté avec des projets et qui me demandaient rien. Ils me disaient, tiens, on a 4000 mots à traduire de l'italien dans le français, est-ce que vous êtes disponible ? Donc le moyen de se faire une clientèle,
C'est ça, et c'est le réseautage aussi, rencontrer des gens, networking. Avoir, si vous êtes indépendant, avoir des petites cartes de visite. Alors ça, c'est indispensable. Ça, ouais. C'est pas quelque chose qui est très répandu, je pense, dans la culture en France et en Belgique. Ici, c'est par contre, c'est hyper normal, hyper naturel. Les gens. Oui, ici, même si vous êtes le networking, foyer, c'est quelque chose de très américain. Ouais, franchement, non, mais je veux dire. Oui, mais ça reste. Mais c'est n'hésitez peut-être pas. moins dans la culture chez nous, mais en fait, il faut. Oui, n'hésitez pas à le faire de vous-même. Contact, et votre carte de visite, même si, même s'il n'y a pas de titre particulier, mais juste avec vos coordonnées. Et puis au début, quand vous cherchez vos clients, vous êtes comme un délégué commercial. C'est vraiment un boulot de démarchage. Et donc, il ne faut pas avoir peur de vous prendre des vents. Il ne faut pas avoir peur de contacter les gens. Il ne vous arrivera rien. En pire, ils vont vous dire non, on n'a pas besoin de vous. Ils ne vont rien vous faire d'autre. Donc, il ne faut pas les harceler. Je veux dire, un non, c'est un non. Mais il faut se lancer. C'est le seul moyen, en fait, de se faire connaître. Et au final, d'espérer avoir quelques clients. Mais bon, au début, ça peut être un peu démoralisant. Mais tous les gens que je connais qui sont dans la traduction ou l'interprétation, d'ailleurs, dans le privé, ils ont des clients. Donc, c'est que ça marche quand même. Ouais. Même si au début, c'est un client, puis... c'est comme pour n'importe quel boulot d'indépendant. Ça fait boule de neige. Donc, vous pouvez très bien commencer avec un client, une agence, et au fur et à mesure, évoluer et avoir de plus en plus de contacts dans votre carnet d'adresses. Ouais. Ensuite, on a une autre question de Kakaiko et une de Rosalie Mortimer qui sont plus ou moins pareilles, je trouve. C'est, avec le recul, auriez-vous fait des choix différents dans votre parcours scolaire? Et quel autre métier auriez-vous voulu faire? En ce qui me concerne, non. Je suis assez content du parcours que j'ai fait, donc je ne regrette pas mes études. Et comme autre métier, le droit, ça m'a toujours attiré. Donc je sais pas si je peux dire que j'aurais bien aimé être avocat, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est au quotidien. Moi, je t'aurais bien vu là-dedans. Ouais, je sais pas. Mais oui, le droit, c'est un truc que j'aime bien, parce que c'est droit. Ah oui. Non, mais c'est rigoureux. Monsieur est carré. Non, mais c'est intéressant. Et bon, dans la traduction, l'avantage, c'est que je peux me spécialiser là-dedans si j'en ai envie. Je ne serai jamais avocat juste en me spécialisant dans le droit, mais voilà. Ouais, tu pourrais traduire là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'est chouette aussi dans notre métier, c'est qu'on peut faire ça. Et moi, honnêtement, je ne sais pas si maintenant je devais recommencer mes études, si je ferais autre chose, parce que j'ai vraiment bien aimé quand même tout l'apprentissage qu'on a eu grâce à l'Inter, même si c'était franchement pas facile et que j'ai beaucoup pleuré. Je sais pas, je me suis toujours demandé si ça n'aurait pas été mieux que je choisisse le secrétariat de direction en langue ou bien justement quelque chose dans le tourisme. C'est des métiers qui m'auraient pas déplu, mais je pense que c'était peut-être justement trop un peu se cantonner à un seul domaine. Oui. Que là, comme on disait un peu plus tôt, on est vraiment dans un truc très, très large et qui nous ouvre beaucoup de portes. Et l'autre métier que j'aurais bien voulu faire, chanteuse. J'aurais bien aimé être une star. Ou alors chef d'orchestre. J'aurais bien aimé avoir un métier peut-être dans la musique classique. Genre, tu vois, pianiste de renom. Carrément, oui, de renom, oui. Mais oui, un truc dans la musique. Ou alors, tu vois, carrément actrice, des trucs très hollywoodiens. Artistique, franchement. C'est pour ça que je fais des vidéos. Oui, pour pouvoir faire le pitre. Ensuite, on a une question de Dinara, qui est une collègue de l'EI, qui demande de parler de l'après-EI. Bon, donc ça, on l'a un petit peu expliqué, ce qu'on a fait, les différents entretiens qu'on a eus et tout ça. On a déjà répondu aussi à ces autres questions, mais elle demande combien de temps passes-tu à traduire par semaine? Et ça aussi, on a vraiment des réponses différentes. Donc toi? Moi, une petite quarantaine d'heures, je dirais. Peut-être un peu moins. Un temps plein. Oui, un temps plein, quoi. Un temps plein de salarié, tout ce qui est plus normal, on va dire. Après, ça dépend quand même des semaines, même si moi je suis salarié. Parfois, parce qu'il y a un délai très serré, je vais travailler plus tard. C'est pas un boulot non plus 9-5 où on se dit, à 5 heures, je rentre chez moi. Non, on a quand même des délais à tenir. Donc moi, j'essaie toujours de m'organiser pour pas devoir faire d'heures sup. Mais parfois, ça arrive quand même, quoi. Parce que, Et moi, impossible de répondre parce que, par exemple, pour le moment, j'ai pas de traduction. Il y a des semaines où je fais que ça. Quand je traduis, je fais aussi une journée complète, on va dire. Parfois, ça va être du lundi au dimanche. Et donc, je sais pas combien d'heures je vais traduire sur la semaine. Parfois, ça va être le mercredi, le jeudi. C'est tellement aléatoire. Ça dépend des réunions, ça dépend du volume qu'on a, du nombre de traducteurs qu'il y a pour pouvoir répartir les tâches.
les tâches, les traductions, moi honnêtement je sais pas donner une estimation. Non, dans ton cas c'est impossible à dire après parce qu'encore une fois t'as qu'une seule agence et que oui. t'as du travail de temps en temps. Oui, c'est ça. Si j'avais plusieurs agences, plusieurs clients qui me fournissaient un travail vraiment régulier, je pourrais aussi estimer parce que je dirais que je travaille de tel jour à tel jour. Voilà, tu pourrais t'organiser et avoir un emploi du temps qui ressemble à celui d'un salarié. Parce que, encore une fois, plus vous aurez de clients, plus vous aurez en fait la possibilité de dire non à quelqu'un et du coup d'organiser votre boulot et de faire des semaines plus ou moins normales, quoi. On a loupé une question de Noah Graham qui nous demandait quels sont les clichés qui vous insupportent sur votre métier. J'avais dit justement que c'était 2 questions. C'est une belle question. Ouais, ça c'est une super question. Et à laquelle il y a beaucoup de réponses. Les clichés qui nous insupportent, je dirais, alors pour les interprètes, c'est de dire que c'est des divas, même si c'est un peu vrai. Mais sinon, plus sérieusement, moi le truc qui m'énerve le plus, je pense, et je crois que c'est le cas de tous les traducteurs, c'est oui, bon, tu parles anglais, moi aussi je peux. Oui, les langues, quoi. Voilà, les langues, oui, t'as fait les langues, quoi. Ça, c'est le truc, non, en fait, j'ai pas fait les langues. J'ai souvent, quand les gens me disent ça, j'ai souvent envie de leur dire, enfin, je leur dis d'ailleurs, c'est comme un ingénieur qui a besoin d'une calculette pour faire son travail ou d'un ordinateur. Il sait comment utiliser son ordinateur, c'est son outil de travail. Ben nous, c'est pareil, les langues, c'est notre outil de travail, c'est pas la finalité. On a besoin de comprendre la langue et de la maîtriser pour pouvoir travailler. Donc, c'est pas juste, oui, on connaît les langues, non, ça va au-delà de ça. Et derrière, il y a toute la technique d'interprétation ou de traduction. C'est d'autant plus flagrant pour l'interprétation, parce que je défie quiconque qui n'en a jamais fait de s'asseoir, d'écouter quelqu'un parler et de tenir comme ça le rythme pendant une demi-heure, juste une demi-heure et pas une journée. Courage. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui est un peu dans la même veine, c'est tiens, en fait, on dit comment ça en anglais? Je savais que tu allais dire ça. Comment ça, tu sais pas? Mais t'es pas c'est ton métier. C'est ton boulot, non? Ben, comment je sais pas, dit, demander à... Clé de 12 en javanais. Ça, oui. Non, mais même, ouais, parfois, on va voir un mot, il y a quelqu'un qui va entendre un mot en anglais et qui va vous dire, bon, ça veut dire quoi? Et la réponse, en général, ça va être, c'est quoi le contexte? C'est la phrase des traducteurs. C'est la phrase des traducteurs parce que ça dépend du contexte. La traduction, c'est pas traduire un mot dans un autre, comme on essaie de vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. C'est transmettre un message de la façon la plus claire dans votre langue maternelle. Il y a des choses qu'on va dire d'une certaine façon en anglais et si on les traduit littéralement, ben, ça va rien donner. Ça peut se comprendre en français, mais on ne dirait pas comme ça naturellement. Et donc souvent, moi, ce que je fais quand on me dit ce genre de choses et qu'on me dit, bah ça alors, tu te dis traducteur, mais pourtant ce mot-là, tu le connais pas. Je leur dis, bah toi, tu parles français, bah, est-ce que tu sais ce que ce mot-là veut dire? Et je sors un mot super technique que personne connaît. Kakoshim. Kakoshim, ça c'est pas technique, mais je veux dire un truc même... Ouais, mais Kakoshim, oui, mais Kakoshim, c'est vrai que c'est pas super... c'est pas super courant, mais voilà, je sors un mot un peu olé olé, et là... pourtant, tu parles français. Et là, les gens, oui, je leur dis, mais pourtant, c'est le français, ta langue maternelle, et tu connais pas ce mot-là, donc je les fais un peu culpabiliser. Ça, c'est vrai que c'est hyper méchant, chiant. Mais c'est en fait, agaçant. Les gens nous prennent pour des dictionnaires. Oui, c'est ça le truc. Moi, j'ai eu un boulot où j'étais traducteur, un boulot de salarié où j'étais mi-temps traducteur et mi-temps bonne à tout faire. Hein. Je collais les timbres et... bref. Et là, la secrétaire en chef, elle avait pour habitude, oui, de me dire tiens, en fait, ça on dit comment? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le contexte? La réponse que tout bon traducteur vous dira avant de répondre. Ça, oui. Parce que, encore une fois, il y a des mots qui ont plusieurs significations, par exemple. Ouais, ça c'est vraiment hyper exaspérant. Ouais, mais c'est un cliché, c'est vrai. Bah, c'est le fait que c'est assez réducteur. Et d'ailleurs aussi, l'autre aspect qui va un peu plus loin, c'est dans les relations commerciales où on va vous dire tiens, ça coûterait combien de faire traduire 10 pages de tel truc? Alors sachez déjà que les tarifs, ça dépend de la langue, de la difficulté du texte, des délais, etc. Il y a tout un tas de facteurs. À partir du moment où on va dire le prix, parfois quand c'est quelqu'un qui s'adresse à un traducteur pour la première fois et qui est un peu surpris, il va dire non, je mets pas ça, quoi. Je vais sur Google Translate et je l'ai gratos. Et donc il y en a qui l'ont déjà fait et je pense que ça n'a rien donné. Hein. Et c'est comme ça aussi qu'on retrouve des modes d'emploi de moule à gaufres et tout ça qui sont traduits dans 150 langues par Google Translate et vous avez des traductions improbables. Genre enlever l'enfant du t-shirt. Enlever l'enfant du t-shirt avant de le mettre à la machine. Alors on ne sait pas qui on doit mettre à la machine, si c'est l'enfant, si c'est le t-shirt.
des trucs du genre, quoi. Ça, je dirais, quoi, c'est peut-être aussi le truc agaçant. Et alors, toujours pour la question de tarif, ah ouais, quand même, tu factures autant par mot, mais si tu traduis un livre, alors t'es multimillionnaire. Mais non, les gars, parce que traduire un livre, je le fais pas en une journée. Justement, ça ramène au tout début de la vidéo où tu avais dit c'est un scandale, 6 mois pour traduire Harry Potter. Voilà, mais finalement, oui, si on met 6 mois à traduire un livre, ça veut dire qu'un livre, c'est la moitié de votre année de travail. Vous vivez avec ça. Et vous ne vivrez qu'avec ça, et vous serez payé à la fin. Parce que traduire un livre, en plus, je pense pas que tu fasses beaucoup d'autres trucs sur le côté, tu vois. Non, c'est sûr. Après, ça, c'est encore un métier plus particulier, la traduction littéraire. Mais peu importe, quoi. Je veux dire, même un document, vous avez un rapport de 30 pages à traduire, oui, ça va coûter un certain prix, mais je vais pas vous le rendre demain, déjà. Et donc, ça va me demander peut-être 2 semaines de travail. Ben oui, je facture 2 semaines de travail. En interprétation aussi, sur les tarifs, petit conseil pour ceux d'entre vous qui se dirigeraient vers l'interp, on facture normalement à la demi-journée de travail. Donc vous devez avoir un tarif dans votre tête de ce que vous voulez gagner par journée. Et si on vous demande une demi-journée de travail, vous facturez une demi-journée. Sauf si, par exemple, votre demi-journée, elle se tient de 11h à 14h. Parce que là, ben en fait, ça occupe toute votre journée. Ça veut dire que vous ne pourrez pas travailler avant 11h et vous ne pourrez pas travailler après 14h. Et donc, si vous avez un client qui vous demande de venir travailler en plein milieu de journée, que ça va vraiment, en gros, vous pourrir votre journée de travail, ben vous pouvez accepter, mais en lui disant, je facture une journée complète, parce que moi, ma journée, je pourrais rien faire d'autre, quoi. Et moi, j'ai déjà dit, ce qui m'énervait. C'est pas vraiment un cliché, mais c'est un peu profiter de ces connaissances qui sont traducteurs en leur demandant des trucs gratuits. Je vous le dis, ça ne se fait pas. Je sais pas en fait si ça se fait pour d'autres gens. Moi, ça me viendrait pas à l'idée, j'ai un pote qui est architecte, ça me viendrait pas à l'idée de lui demander de me faire les plans de ma maison gratos. Mais en fait, tu vois, avec les amis, vraiment, parce que toi tu parles quand même d'un bon ami, c'est encore différent. Tu vois, moi j'aurais vraiment ma bande de copines qui me demanderaient une traduc, je leur fais pas payer, tu vois. Mais chacun a sa relation avec ses amis, ça c'est chacun qui voit. Ça dépend, c'est quoi? Oui, bien sûr, si c'est un mémoire... D'accord, si c'est un mémoire, un rapport, un truc qui va occuper mais je veux dire, jours. moi, les gens à qui je pense, ce sont plus des connaissances qu'autre chose. Et je me souviens d'une fille avec qui j'avais vraiment eu de très brèves relations. Hein. On s'était vu quelques fois. Hein. C'était pas une copine même. Hein. Et elle m'avait demandé de traduire des articles de journaux vers l'anglais. Et quand je lui avais dit, écoute, alors ce sera un tel prix, elle m'avait fait... je vais peut-être le faire moi-même alors parce que je savais pas que tu allais me demander de payer, quoi. Mais c'est logique, enfin, tu me demandes un service, tu me demandes de travailler, je vais le faire. C'est notre boulot, quoi. On est rémunéré normalement quand on travaille. Mais les gens, je pense qu'avec Internet, avec Google justement et tous ces trucs-là, tous ces traducteurs en ligne, les gens se disent qu'il n'y a pas besoin, quoi. Et en fait, c'est même pas qu'ils sont contre le fait de payer, c'est qu'ils sont étonnés qu'on demande des sous. Ils n'ont pas conscience que c'est un vrai métier, en fait. Parce qu'un ordinateur, enfin, on pense qu'un ordinateur peut le faire, or c'est pas vrai du tout. Non. On est bien loin du compte, peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais là on est encore loin du compte. Et du coup, ils sont vraiment étonnés. Et comme tu dis, je pense que ça viendrait à l'idée de personne d'aller chez le boulanger et de dire votre petit pain là, il est gratuit. Mais il est petit. Parce qu'il est petit. Oui. Tu vois, genre, tu vas chez le coiffeur, tu dis oui, mais tu me coupes que les pointes, donc j'ai pas besoin de payer, t'as pas fait grand chose, tu vois. Puis en plus, je pourrais le faire moi-même. Et alors aussi, les gens se disent oui, mais enfin, tu comptes au mot, parce qu'en fait, on facture au mot en général, parfois c'est à la page, ça dépend. Mais ils nous disent, mais en même temps, des mots comme et, comme je, comme tu, ça devrait pas coûter le même prix, quoi, parce que c'est facile comme mot. Sauf qu'encore une fois, on traduit pas mot à mot. Donc il y aura peut-être un tu dans la traduction, mais bon, enfin, un tu, ce sera forcément un tu dans l'original. Mais je veux dire, il y a des mots qui seront dans la traduction, qui seront pas dans l'original, parce qu'on va reformuler différemment. Donc exactement, c'est un travail d'ensemble. On regarde pas un mot et on va pas se dire tiens, c'est vrai que là il y a 2 et, je vais lui faire pour le prix d'un. Il y a un moment, il faut faire preuve de bon sens. Ça, je pense que c'est vraiment les trucs qui nous énervent le plus. Ouais, je crois. Et alors, on va terminer avec Totalement Flo qui nous dit « J'aimerais beaucoup m'établir aux USA après mes études de traduction. Avez-vous des conseils? Vous êtes-vous bien acclimaté ?» Et pour ça, en fait, on a gardé ce commentaire pour la fin parce qu'on va te renvoyer vers notre FAQ, vers la série de 3 FAQ. Courage. Oui, qu'on avait faite il y a quelques mois, justement, où on parle de notre déménagement, du fait de vivre dans un autre pays, de quitter la Belgique et tout ça et tout ça. Donc on te renvoie vraiment vers cette longue FAQ. J'espère que tu y trouveras des réponses, sinon n'hésite pas à revenir vers nous. Et
un petit mot pour la fin de Laura Petroussa, qui nous dit « Moi, je voulais juste faire un big up, surtout big up à toutes les aventures vécues ou subies pendant ces longues années de labeur. » Bisous à tous les deux. Je trouve que c'était un beau petit mot pour la fin. Effectivement. Et bien voilà, c'était une énorme FAQ. Je sais que ça va être très très long, je vais devoir la faire encore en plusieurs fois, mais on a vraiment voulu être le plus complet et parfois on digresse un peu, mais c'est pour vous donner vraiment toutes les informations et notre expérience et nos conseils peut-être. Donc on espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur le sujet ou sur d'autres sujets et que vous avez envie que le Crowley revienne. Je dois bien vous avouer qu'on a un petit projet. On ne sait pas encore si on va vraiment mettre ça en place. Qui sait, si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo et que vous avez envie que ça se fasse, dites-le nous. On pense peut-être à ouvrir une chaîne à 2 et à faire des vidéos qui seraient certainement longues, hein, vu qu'on papote beaucoup tous les deux. Mais ce serait un peu un concept de, voilà, on se met à table, on prend un café avec les Crowley, et on papote, et on parle d'un sujet, on débat éventuellement. Ce seraient des sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, et comme ça, tous les sujets comme ça, que ce soit traduction ou États-Unis, n'importe quoi, on en parlerait sur notre chaîne. Ça pourrait être des sujets que vous nous proposez. Ouais. Donc je pense que ce sera le mot de la fin. Oui, là ça y est. La longue fin. Voilà, ça fait des heures qu'on tourne cette FAQ, on est un peu fatigué. Oui, mais on espère. Oui, il y a le montage qui. Ça c'est pour moi, ça c'est pour ma pomme. On espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté les réponses que vous attendiez. Bah, je vais pas en rajouter, sinon tu vas on est reparti pour une demi-heure. Allez alors. On vous fait de gros bisous, n'est-ce pas? Oui. Il est toujours un peu gêné de dire bisous bisous les petites biches, mais il n'en pense pas moins, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais comme on est deux cette fois-ci dans le cadre, je ne mets pas sur l'écran, mais tout est en barre d'infos, et par contre vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne en français, qui est celle-ci, et sur ma chaîne en anglais, et peut-être sur une nouvelle chaîne tout bientôt. Voilà, c'est à vous de nous dire si vous voulez une chaîne avec le Crowley. Mettez des pouces en l'air pour que le Crowley voit que vous appréciez sa présence dans les vidéos. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Salut.